C'est bientôt la journée internationale des droits des femmes. Et donc, dans ce cadre, nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un temps d'échange, de réflexion autour des enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes. Michel Perrault, que nous sommes très nombreux à admirer profondément, devait nous faire l'honneur de sa présence aujourd'hui. Malheureusement, sa santé ne lui a pas permis d'être parmi nous. On a une petite pensée pour elle ce midi. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Christine Barr, historienne, professeure des universités. Vous êtes une ancienne élève de Michel Perrault, puisque vous avez rédigé votre thèse « Les filles de Marianne » sous sa direction. Par ailleurs, vous avez créé les archives du féminisme, si j'ai bien lu ce qu'on m'a dit sur vous, à Angers, dans l'université où vous enseignez. Michel Perrault dit qu'on oublie toujours que les femmes ont une histoire longue parce qu'on ne la raconte pas. Et je trouve que c'est assez juste. Merci vraiment à vous de venir aujourd'hui au rectorat de l'Académie de Paris pour éclairer les débats contemporains à la lumière de l'histoire. Vraiment, un grand merci à vous d'être là ce midi. Et pour terminer, puisque je vais être extrêmement brève, je voulais juste remercier les personnes qui ont permis l'organisation de ce bel événement. Tout d'abord, Anna Coudard, qui a eu l'audace de contacter Michel Perrault, et puis aussi Christophe Arnois et Elona Alcou, qui se sont engagés avec enthousiasme dans l'organisation de ce bel événement. Voilà, merci à toutes et à tous, et je vous laisse la parole. Merci pour cette invitation et pour ce moment parfaitement organisé. Je ne peux pas remplacer Michel Perrault. Ça, non. Mais oui, nous lui devons beaucoup, vraiment beaucoup. C'est elle qui, dans l'université, avec d'autres, pour d'autres périodes de l'histoire, avec Yvonne Knibiller à Aix-Marseille, qui vient de disparaître à 103 ans. Mais en tout cas, c'est Michel Perrault et sa génération qui ont contribué à la légitimation de l'histoire des femmes à l'université. Alors depuis, on parle plutôt d'histoire du genre ou d'histoire des femmes et du genre. Et c'est tellement merveilleux de la voir toujours active à 96 ans, toujours aussi agile et engagée. Donc elle a vraiment été un beau modèle. Et depuis, eh bien, de génération en génération, l'histoire des femmes continue à s'écrire, à se diversifier, à être transmise à tous les publics. Alors, à notre goût, vu de l'université, pas assez dans l'enseignement au collège et au lycée. On aimerait vraiment que nos recherches soient mieux diffusées. D'où la création, par exemple, de Muséa, un musée virtuel sur l'histoire des femmes et du genre, qui peut aider des professeurs à intégrer certaines thématiques. D'où aussi la création d'un musée des féminismes, un projet dans lequel je suis très active depuis 2022. Et on a la première exposition à la bibliothèque universitaire d'Angers. Là, les femmes sont dans la rue. Réalisé par Ludivine Bantini, qui enseigne dans un collège à Paris, après avoir été historienne à l'université de Rouen. Voilà, donc il y a beaucoup d'initiatives comme ça qui visent à diffuser l'histoire des femmes à tous les publics. Et c'est très particulier ce sentiment qu'on a d'être à la fois chercheuse, enseignante, et de sentir qu'on répond à une demande de la société, qui a une attente très large pour mieux connaître l'histoire des femmes. Et moi, l'angle que j'ai choisi il y a très longtemps, hein, effectivement, ça remonte à ma thèse, c'est l'histoire des féminismes. Et j'y ai ajouté l'histoire des antiféminismes, parce que c'est difficile d'étudier l'un sans l'autre. Et aujourd'hui encore, c'est quelque chose qui finalement me choque, enfin, ou en tout cas m'alarme, qu'on ait maintenant quand même énormément de recherches sur l'histoire des féminismes. Ça remplit des bibliothèques entières. Hein. À Paris, il y a la bibliothèque Marguerite Durand
qui est spécialisé dans l'histoire des féminismes, et même plus largement des femmes. Et si on regarde ce qui a été publié sur l'antiféminisme, les antiféminismes, là, on a nettement moins de choses. Alors, c'est peut-être moins drôle à étudier, on s'identifie moins, mais c'est quand même très, très important pour comprendre où on en est aujourd'hui. Et pour comprendre que l'histoire des femmes n'est pas linéaire. Il y a des moments de progrès et des moments de régression. Et ça s'est passé plusieurs fois dans l'histoire. Et aujourd'hui, on se demande, ou on a peut-être déjà son opinion faite, ce qu'il se passe en ce moment. Est-ce qu'on ne va pas basculer au niveau mondial dans une immense régression et à la faveur d'une situation de guerre? Parce qu'on a déjà connu ça dans le passé, et ce qui se vit en ce moment fait beaucoup penser aux années 30. Donc si vous avez envie qu'on insiste sur cette période, je serais très favorable. En fait, mon envie, c'est de répondre à vos demandes, parce que je ne sais pas ce qui vous intéresse le plus. Donc moi, en ce moment, c'est plutôt guerre et paix, l'antiféminisme, et faire connaître certaines féministes qui sont moins connues, disons, que les quelques grandes figures plus ou moins panthéonisées. Je pense que c'est important aussi de raconter l'histoire des femmes par-delà les grandes figures, même s'il faut de l'incarnation, il faut des icônes, surtout pour les enfants, en fait, ça paraît assez important. Mais après, quand on enseigne une histoire plus complexe et qui ne repose pas seulement sur les grands hommes et les grandes femmes, mais sur des collectifs, sur des forces, sur des structures qui évoluent. Donc le sujet de la conférence, c'est un peu l'évolution, les transformations de la place des femmes dans la société française. Il faut aussi s'interroger sur les mots. Bon, pendant longtemps, on disait la femme. Alors heureusement, on l'entend moins, parce que c'est très essentialisant et finalement, sans qu'on s'en rende compte, mais assez sexiste, de dire la femme au singulier. On parle moins aussi de la condition féminine, expression qui a été beaucoup utilisée dans les années 60, 70, les évolutions de la condition féminine en France. Ça, c'est des conférences un peu datées. Donc, les femmes au pluriel, voire le genre, la construction sociale de la féminité, de la masculinité, des rôles, des identités. C'est plutôt ce mot-là qu'on emploie, et on voit à quel point il est combattu aujourd'hui. Il y a le mot place. Alors moi, je l'aime pas trop, ce mot place, parce que il n'y a pas de symétrie avec les hommes. On ne se dirait pas quelle est la place des hommes dans la société. La place des hommes, elle est partout. Et les femmes, elles auraient une place, des attributions. Alors à la cuisine, j'imagine, ou alors dans certains secteurs professionnels vers lesquels elles sont dirigées, orientées, certaines activités, voilà, non mixtes ou très féminisées. Et ça fait partie du problème des inégalités, ça, qu'il y ait une attribution d'une certaine place aux femmes. On peut y penser aussi d'ailleurs dans l'espace. Le mot place, il renvoie à l'espace. Où sont les espaces des femmes? Est-ce que ces territoires ne sont pas genrés? J'avais organisé un colloque il y a plus de 20 ans qui s'appelait le genre des territoires. Au sens d'espace approprié par certains groupes et soumis à la loi de la domination masculine, en fait. Voilà, donc c'est très vaste comme sujet, l'évolution de la situation des femmes dans la société française. Alors, je ne sais pas quels sont vos désirs, si vous avez des questions, parce que j'ai écrit un livre tout entier qui s'appelle « Les femmes dans la société française au XXe siècle ». C'est un manuel du supérieur et ça pourrait partir dans beaucoup de directions.
alors, je propose de faire une petite conférence, mais pas trop longue, sur les idées reçues. C'est toujours intéressant de partir des préjugés, des idées reçues sur les féminismes. Alors, pourquoi se centrer sur les féminismes ? Parce que c'est une des forces qui transforme justement la situation des femmes dans la société. Je ne dis pas que c'est la seule. Le féminisme a ses fragilités, c'est tout le temps un mouvement minoritaire, pas très fourni, alors parfois avec des moments assez glorieux et assez puissants. On le vit en ce moment d'ailleurs. Mais c'est sûr que le féminisme à lui seul ne peut pas transformer la situation des femmes dans la société. Il y a d'autres facteurs qui interviennent, des contextes qui vont être favorables, défavorables, des relais politiques, des moments particuliers dans l'économie, plus ou moins ouverte aux emplois féminins, aux transformations de ces emplois féminins. Donc il y a toute une pluralité de causes qui va expliquer des évolutions de la place des femmes ou de la situation des femmes dans la société, l'acquisition de droits ou la régression. Mais quand même, sans le féminisme ou sans les féminismes, ça ne pourrait pas changer. Il faut quand même qu'il y ait un militantisme dédié entièrement à la transformation de la situation des femmes vers l'égalité, vers plus de liberté. Donc, indéniablement, c'est un sujet majeur quand on étudie l'histoire des femmes. À tel point d'ailleurs que souvent on confond histoire des femmes, histoire du féminisme, comme si... Non, en fait, l'histoire des femmes, elle va dans toutes sortes de directions. Mais souvent, quand on est amené à problématiser un sujet sur l'histoire des femmes, qu'est-ce qui va revenir comme question ? La question la plus importante, celle qui nous tient le plus à cœur, la plus évidente, c'est l'émancipation. Voilà. Donc, on retrouve le féminisme. Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle Féminisme, 150 ans d'idées reçues. Et je vais me concentrer sur ce qu'on appelle la première vague du féminisme, pour ne pas prétendre parler de tout et qu'on puisse réfléchir à un moment précis, peut-être se décaler par rapport à l'actualité, pour faire des comparaisons avec une période plus ancienne, mais qui a beaucoup à nous apprendre. C'est quand même la période pendant laquelle les Françaises ne votaient pas, les Françaises étaient soumises légalement à l'autorité maritale, elles n'avaient pas de droit sur leurs enfants. Le travail des femmes était très combattu, sauf dans quelques emplois typiques d'ouvrières ou de domestiques. Bon, je ne veux pas trop caricaturer, il y a justement des transformations qui se font quand même pendant cette période, mais on a beaucoup à apprendre, je trouve, sur ce premier moment où le mouvement féministe a existé de manière pérenne, avec des associations, avec des journaux, avec des manifestations, avec des pétitions. Il se passe beaucoup de choses pendant, en gros, la Troisième République. Et je voudrais donc m'attarder un peu sur cette période, donc à travers les idées reçues qu'on peut avoir sur ce mouvement. Mais d'abord, quand on emploie le terme féminisme, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Déjà, si on ouvre les dictionnaires, c'est très révélateur, on tombe sur une fausse attribution à un homme, Charles Fourier, qui a inventé beaucoup de néologismes et qui était, il est vrai, très favorable à la liberté des femmes. Mais non, Charles Fourier n'a pas inventé en 1837 le féminisme. Et ensuite, l'histoire du mot, elle est juste hallucinante. C'est d'abord un terme qui est employé en médecine. Dans une thèse de médecine, du féminisme et de l'infantilisme chez les tuberculeux. Une thèse de 1871. Donc le mot féminisme désigne une pathologie qui affecte les hommes victimes, malades en fait, victimes d'une certaine forme de tuberculose qui les féminise. Voix fluette, manque de pilosité... Donc ça commence mal pour ce mot, une pathologie médicale. Ensuite,
l'année suivante, on ne sait pas s'il avait lu la thèse de médecine, mais Alexandre Dumas fils, donc encore un homme, emploie dans un pamphlet antiféministe le mot féminisme dans un sens politique. Donc, il va en faire une pathologie politique. C'est la maladie des gens qui croient à l'égalité des sexes. Mais oui, c'est tout à fait ça pour lui. Et l'égalité pour lui est une folie parce qu'il estime que les sexes sont différents. Voilà, il y a deux sexes. Ces deux sexes sont différents. L'égalité n'a aucun sens. Ils sont juste différents, avec des attributions différentes. Et notamment la maternité pour les femmes, qui est le rôle social majeur. Les femmes étant souvent réduites à leur fonction biologique de mère, tota mulier in utero, l'utérus résume la fonction sociale des femmes. Ou, comme dit Proudhon, ménagère ou courtisane. La mère de famille, l'épouse qui se marie vierge et qui va produire des enfants pour son mari et pour la patrie, ou la courtisane qui est là pour le repos du guerrier et voilà, satisfaire le droit au plaisir sexuel des hommes. Voilà, donc c'est une histoire compliquée que celle du terme antiféminisme. Et quelques années plus tard, Hubertine Auclair, qui est la première féministe suffragiste et suffragette, bon, il y a une nuance entre les deux mots, va retourner le stigmate en quelque sorte et utiliser ce terme pour remplacer les expressions comme droit des femmes, lutte pour l'émancipation de la femme, ça faisait plusieurs mots. Avec le mot féminisme, on va dire tout ça, lutte pour l'égalité entre les sexes. Donc ce retournement, il se fait en 1882. Et puis ensuite, il faut encore attendre 10 ans pour qu'une association se nomme féministe dans son titre. Donc, auparavant, on avait des noms comme Société pour l'amélioration du sort de la femme et la revendication de ses droits, par exemple, ou la Ligue française pour le droit des femmes, qui sont des associations plus anciennes, 1868, début des années 1870. Donc, le mot féminisme a été inventé en France. Ensuite, il a été traduit en anglais, en allemand, dans pas mal de langues. Il y a encore des langues qui n'ont pas un seul mot pour dire le combat féministe. Alors ça, c'est l'histoire du mot. Maintenant, évidemment, la cause préexiste à ce mot. Il y a du féminisme sous l'Ancien Régime. On peut remonter à Christine de Pisan. Il y a du féminisme pendant la Révolution française. Du féminisme, alors ça, c'est une belle expression de Michel Perrault, le féminisme des brèches. Les brèches, ce sont les moments révolutionnaires au XIXe siècle qui ouvrent l'espace des libertés et qui donnent des espoirs démocratiques. Et à chaque fois, et des espoirs républicains. Et à chaque fois, il y a des femmes qui sont actives et qui revendiquent à la fois des libertés, de la démocratie et des droits pour les femmes, qui relient les deux combats. Donc c'est vrai en 1830, c'est vrai en 1848, c'est vrai pendant la Commune de Paris. Et ensuite, on a, envie de dire enfin en France, période prolongée avec la Troisième République et l'acquisition de droits, le droit de réunion, le droit de manifestation, le droit d'expression, la liberté de la presse, donc la liberté associative, la loi de 1901, donc des conditions qui vont rendre possible un mouvement féministe plus puissant en même temps qu'il y a d'autres transformations comme les transformations scolaires, d'abord, parce que c'est vraiment une des grandes conquêtes des femmes au XIXe siècle. Ce sont ces lois qui ont progressivement permis un rapprochement des garçons et des filles, des hommes et des femmes en matière d'éducation.
Alors ça s'est fait en pas mal d'étapes, mais sous la Troisième République, en tout cas, ça paraît être voilà, quelque chose d'acquis et qui est porteur de grandes transformations pour les élèves filles et aussi pour les enseignantes. Et donc on peut vraiment dire, c'est important de le souligner ici même, que le monde de l'éducation a été un vecteur d'égalité extraordinaire. Les institutrices, les institutrices, les enseignantes en collège, et alors dans les lycées, à cette époque-là, il n'y a pas encore beaucoup de filles. C'est la loi Camissé en 1880 qui va permettre l'ouverture de lycées féminins. Il faudra attendre 1924 pour que les programmes soient équivalents pour les garçons et pour les filles. Donc c'est un combat en plusieurs étapes. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ça fait partie des conditions aussi qui rendent possible un mouvement féministe, des filles et des femmes mieux éduquées et qui accèdent au métier de l'éducation. Voilà. Parce que, aussi, pour beaucoup de féministes, changer la situation des femmes, c'est changer les mentalités. Et comment les changer, sinon par l'éducation, en changeant l'éducation. Voilà. Donc, c'est leur conviction très profonde. Elles n'envisagent pas une révolution violente, elles n'envisagent pas... voilà, elles pensent qu'on peut arriver à plus d'égalité en changeant l'éducation des filles et des garçons. Dans la mixité pour les plus radicales. Voilà, donc une définition complexe en fait, parce qu'il y a un malentendu sur, sans doute aussi sur ce mot qui est construit sur le mot femme. Est-ce que le féminisme est un combat de femmes ? Ou est-ce que le féminisme est un combat humaniste qui inclut les hommes? Donc ça, c'est une idée reçue importante et je trouve toujours d'actualité. La question se pose encore. Est-ce un combat de femmes pour les femmes ou un combat mixte dont toute la société bénéficierait, et y compris en tout premier lieu les femmes? Quelles sont les idées reçues à ce sujet? Certainement que le féminisme, c'est juste un combat de femmes. Alors là, l'historienne a plaisir à dire qu'il y avait quand même un tiers d'hommes dans les mouvements féministes de la fin du XIXe siècle. Et que dans la première grande manifestation féministe à Paris, juste avant la guerre de 1914, la présence des hommes est remarquée. Alors les femmes sont quand même au premier plan, parce qu'il y a des enjeux de visibilité pour les femmes, et on risque toujours de leur dire que derrière leur mouvement, en fait, sans les hommes, elles ne s'en sortiraient pas. Donc elles ont dû... Dans certaines associations, elles ont fait le choix, par exemple, de réserver la direction de l'association aux femmes pour qu'il ne puisse pas être dit que c'était des hommes qui menaient l'action ou qui inspiraient leur réflexion. Il y a même eu une Ligue des électeurs pour le suffrage des femmes. C'est quelque chose d'assez peu connu. Pendant longtemps, on a considéré que le journaliste républicain et franc-maçon Léon Richer était le père fondateur du féminisme, en tout cas le père fondateur du féminisme républicain. Dans les années, il a fondé la revue Le Droit des femmes avec Maria de Rème. En fait, c'était un binôme homme-femme, Maria de Rème, Léon Richer. Bon, il se trouve que Léon Richer était un petit peu autoritaire et que les hommes féministes, alliés du féminisme, peuvent aussi, dans le milieu féministe, reproduire des comportements de domination, d'autorité. Donc Léon Richer a été recadré par un certain nombre de féministes et il a fini un peu isolé. Mais il n'empêche qu'il a quand même eu un grand rôle. Et cette manifestation est aussi symbolique pour une autre raison. Elle se dirige vers la statue de Condorcet.
au bord de la Seine, et on voit des femmes donc, qui apportent Séverine, enfin toutes les Marguerite Durand, les femmes leaders du mouvement féministe à cette époque. Elles vont fleurir la statue de Condorcet. Donc elles honorent un homme, un intellectuel, qui a défendu des positions d'égalité très radicales sur l'instruction des filles, mais aussi sur le droit de vote des femmes pendant la Révolution. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a un hommage unanime qui est rendu à Condorcet, où un petit peu plus tard, Victor Hugo a apporté un grand soutien à la cause. Je ne veux pas dire là que tous les hommes progressistes auraient soutenu la cause féministe, loin de là. Loin de là. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème pour honorer les hommes. Alors en Angleterre, et il a eu une influence en France aussi, John Stuart Mill, grand philosophe, il y a une histoire du féminisme au masculin. Donc ça permet de nuancer quand même l'idée que le mouvement féministe serait un mouvement de femmes. On a tendance à considérer que c'est un mouvement pour les droits humains, et un mouvement humaniste, et que l'émancipation des femmes, elle est reliée à d'autres émancipations. Alors ça, c'est très fort au XIXe siècle, avec notamment Flora Tristan ou Louise Michel, qui vont beaucoup relier l'émancipation ouvrière et l'émancipation des femmes. Alors, une autre forme de soutien masculin au féminisme, c'est des candidatures. Il y en a eu pendant des dizaines d'années, sous la Troisième République, des candidatures d'hommes comme Georges Lhermitte, républicain féministe, avocat à la Cour, qui, en 1936, se présente au nom de la Ligue pour le droit des femmes. Et voilà, il y en a eu beaucoup d'autres. Donc, rappelant à chaque élection que la moitié de la population est exclue. Alors, j'ai pris exprès des idées reçues un peu triviales, mais peut-être niveau conversation de comptoir. Mais ça compte, ces préjugés les plus ordinaires. Donc les féministes seraient donc des femmes qui détestent les hommes et qui veulent les dominer. Ça, c'est un discours très présent dans le masculinisme contemporain. Et l'idée est très ancienne. C'est de cette façon-là que l'on disqualifie les féministes à différents moments de l'histoire en inversant les rôles et en faisant comme si les femmes étaient faussement opprimées et en réalité dominées, donc les hommes. Alors, à commencer par le foyer, la sphère familiale, le couple. Par exemple, là, en 1848, c'est une caricature qui montre une femme, une épouse qui refuse de recoudre le bouton de pantalon de son mari et qui lui balance le pantalon à la figure. Les caricatures de ce type se sont multipliées en 1848 et ont gravement porté préjudice aux luttes féministes qui ont été très vite étouffées par cette arme politique très particulière, rendre ridicule une cause. Donc, tous les grands caricaturistes en 1848 ont participé à cette attaque massive. Ça passe beaucoup en 1848 par le pantalon. Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Une histoire politique du pantalon ». Pour montrer qu'il y a des dimensions symboliques et pratiques et vestimentaires qui ont beaucoup compté dans l'émancipation des femmes. Et pendant longtemps, le pantalon, jusque dans les années 60, a été très difficile en fait à porter pour les femmes. Il représentait les privilèges virils et le pouvoir. Et il se trouve qu'une féministe américaine, en 1848, a inventé un pantalon vraiment féministe. Ça s'appelle le bloomer. Et dans de très nombreux pays, des caricatures de femmes portant ce bloomer ont circulé.
et le bloomer a été assimilé au féminisme. Une féministe, c'était une femme qui voulait porter le pantalon. Et toutes les autres revendications étaient oubliées, négligées, on n'en parlait plus. Voilà, il n'y en avait plus que pour ce pantalon qui était très marginal en réalité, et qui était très peu porté. Mais c'est dire à quel point ça a eu une importance symbolique énorme, que même quelques femmes osent porter un pantalon très féminin en réalité, blanc, en dentelle, on ne voyait que le bas, il y avait une tunique jusqu'aux genoux qui cachait le haut, des pantalons bouffants à l'orientale. Voilà, il n'y avait quand même pas péril loin de la demeure, on pourrait se dire. Mais non, ça a été assez extraordinaire. Puis ça a rebondi à différents moments, notamment dans les années 1880-1890, à propos du droit des femmes à faire de la bicyclette. Était-il légitime ou pas d'inventer des culottes cyclistes ? Et là, c'est 10 ans de controverse dans la presse française. Mais incroyable, ça focalise toute l'attention et les discours sont hyper passionnés, parce que ça change, en fait, ça change la définition qu'on a de la différence des sexes. Là, on porte atteinte à quelque chose. La différence des sexes, c'est vêtements ouverts pour les femmes, vêtements fermés pour les hommes. Et la culotte cycliste, elle ébranle cet ordre symbolique et donc elle mènerait la société au chaos. Il faut voir le discours, je dirais aujourd'hui décliniste, catastrophiste, qui est tenu à propos de ce que nous voyons comme un changement assez mineur. Ce n'est pas du tout mineur, il ne faut pas du tout négliger les symboles. Voilà, donc l'inversion le risque d'inversion des rôles, voire l'inversion déjà réalisée, c'est omniprésent dans les caricatures du féminisme, avec un fantasme qui n'a pas disparu aujourd'hui, le fantasme de la femme puissante, castratrice. Là, c'est un peintre de la fin du 19e siècle qui représente une géante qui écrase les hommes, tout petits, minuscules, comme des pantins ensanglantés en dessous d'elle. Là, il faut l'aide de la psychologie et de la psychanalyse presque, pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce fantasme antiféministe de la femme toute puissante qui risque d'émasculer les hommes. Derrière se cache la mère, certainement, la mère supposée toute puissante. Alors, j'aime bien celui-là aussi. Alors ça, parce que ça vient aussi de l'Assiette au beurre, qui est un journal normalement progressiste, libertaire, mais qui cogne très fort sur les féministes. Victoire, arrête-toi. Tu vas te mettre en retard pour le meeting des femmes opprimées. Et la scène et pas des plus fréquentes en réalité. Une femme qui tabasse son mari à coups d'horloge. Mais ça va faire... Alors évidemment, ce sont des époux tendrement unis qui sont sculptés au-dessus de l'horloge. La symbolique sexuelle aussi du dessin est assez intéressante, avec l'épée phallique qui est brandie par cette femme qui s'appelle Victoire. Voilà. Donc, malgré le côté aberrant de cette représentation de l'inversion des rôles, ça fonctionne. Comme ça fonctionne aujourd'hui avec les discours masculinistes. Donc, très vieille histoire. Donc évidemment, là, ça contraint les féministes à dire mais non, il n'y a pas de danger d'inversion des rôles. Ce que veulent les féministes, c'est l'égalité. L'égalité n'est pas l'inversion de la domination.
Et à propos des rôles, il y a justement toute une interrogation féministe sur les rôles, aujourd'hui on dirait, genrés. Alors, l'idée que les féministes n'aiment pas les hommes et que c'est pour cette raison qu'elles sont féministes est très très vieille aussi, très très répandue. Le risque finalement que les femmes puissent se passer des hommes, et celles qui semblent incarner cette possibilité sont les lesbiennes. Alors on ne dit pas encore lesbienne tellement à cette époque, même homosexuel, c'est un terme assez médical qui n'est pas très utilisé sous la Troisième République. Mais bon, par facilité, j'ai employé ce terme un petit peu anachronique. Et ça, c'est quelque chose qu'on repère bien depuis les années 70. L'assimilation des féministes aux lesbiennes, toutes des lesbiennes. C'est une façon d'utiliser l'homophobie, même particulièrement la lesbophobie, pour discréditer le mouvement féministe. Et souligner son caractère, disons, immoral et contre nature. Le féminisme serait contre nature, comme l'homosexualité est contre nature. À l'époque, ça pèse lourd l'argument contre nature. Et il se trouve que sous la Troisième République, il y a effectivement une plus grande visibilité de l'homosexualité féminine qui peut faire la une de l'assiette au beurre. Bon, d'une manière plus ou moins sympathique, les mesdames, messieurs, c'est souvent sous l'angle de la virilisation des femmes qu'on va représenter les femmes homosexuelles et qu'on va présenter comme presque des féministes nées, puisque elles endossent un rôle viril et qu'elles se passent des hommes. Et en réaction, eh bien, en réaction, oui, on peut dire ça. Il y a très peu de féministes à cette époque-là qui évoquent leur homosexualité. Enfin, j'en ai repéré une. Ça fait vraiment très peu pour la France. C'est un tabou. C'est une gêne pour les féministes que la cause soit associée à quelque chose qui renvoie à la sexualité. Il y a une sexualité qui est considérée soit comme un péché, soit comme une déviation, comme une pathologie en fait, jusqu'à une date récente quand même, jusque dans les années 80, l'homosexualité était présentée de cette manière-là. Et donc, ça va influencer le mouvement féministe qui, dans ses courants les plus modérés, prend un peu peur par rapport à ça et met en avant, au contraire, le respect d'une certaine norme de la mère de famille nombreuse. Par exemple, la duchesse de La Rochefoucauld, sur cette photo, elle se présente entourée de ses 4 enfants et elle va incarner une certaine modération à l'opposé de l'image terrible qui est donnée des féministes. Et oui, ça va aussi agir sur l'élan féministe et contribuer à discréditer les féministes. Il n'y a pas un autre mouvement social pour l'émancipation de je ne sais quel groupe qui est disqualifié avec ce thème-là. Vous, les féministes, vous êtes laides. Et c'est parce que vous êtes laides que vous détestez les hommes qu'aucun homme ne s'intéresse à vous parce que vous êtes laides. Donc il y a des féministes qui réagissent en montrant des hommes laids qui se plaignent en disant « Ah, si au moins les féministes étaient jolies ». Mais souvent, ça ne donne pas envie de réagir par l'humour. Ça va quand même perturber la lutte féministe. Alors, qu'est-ce qui est laid en réalité dans ce combat aux yeux des antiféministes ? C'est que les féministes soient supposées déjà être des femmes sans hommes. Donc des femmes qui n'ont pas d'activité sexuelle, des femmes âgées, souvent on va les vieillir, des femmes qui n'ont pas eu d'enfants.
Alors là, par exemple, ce dessin montre une vierge au miroir qui dit « Quand je pense que j'aurais pu être mère et qu'un homme aurait déformé tout ça, et pour son seul plaisir ». Donc des femmes supposées nullipares, donc sans enfants, qui ont préféré préserver leur minceur plutôt que d'avoir des enfants. Bon, vous me direz, vraiment là, on est au niveau des préjugés les plus ordinaires, mais ils pèsent, ils ont une importance. Ce stéréotype de la féministe l'aide parce que sans enfant, non désirable, dans un cadre hétérosexuel, ça a réellement beaucoup pesé. Hein. Ce qui est supposé en les dire les féministes, c'est aussi l'habillement qu'on suppose qu'elles ont. Hein, et là, on revient notamment aux pantalons qui virilisent les femmes et qui les enlaidit, puisqu'elles adoptent un vêtement qui n'est pas de leur genre. Alors, une des idées reçues aussi importantes à propos de la Troisième République, c'est de réduire le combat féministe à la conquête de la citoyenneté, du droit de vote. Et de faire aussi des féministes toutes des suffragettes. Donc, suffragistes et suffragettes, c'est pas la même chose. Hein. Les suffragistes, elles se battent pour le droit de vote. Les suffragettes, ce sont celles qui se battent pour le droit de vote, avec des moyens qui peuvent être illégaux, comme les suffragettes anglaises, en fait, hein, qui vont aller très loin, qui vont provoquer des incendies, s'en prendre des bâtiments, jamais aux humains, hein, ni aux animaux. Elles vérifiaient avant de mettre le feu. Par exaspération. Hein. Il y a eu une radicalisation du combat parce qu'ils n'avançaient pas. Et alors, pourquoi c'est une idée reçue ? Parce que les suffragettes anglaises qui ont incarné la radicalité absolue, alors oui, je précise quand même la radicalité absolue parce qu'ensuite elles sont arrêtées. Il y a eu plus d'1 millier de suffragettes anglaises dans les prisons avant 1914. Et en prison, elles ont fait la grève de la faim. Et là, elles ont été nourries de force, ce qui était une véritable torture. Et là d'ailleurs, l'opinion publique s'est inversée et basculée dans un plus grand soutien à cette cause. Elles ont été vues comme des victimes d'une répression. Mais vues de France, les suffragettes anglaises n'ont aucun soutien. Même les féministes françaises trouvent qu'elles vont beaucoup trop loin. Et il y a une certaine modération des féministes en France. Elles veulent agir conformément à ce qu'elles se représentent être un esprit français, donc en restant élégantes, modérées. Voilà. Donc non, toutes les féministes ne sont pas des suffragettes. Hubertine Auclair, qui a initié ce combat, elle est à la fois suffragiste et suffragette. Elle a créé un journal pour le droit de vote des femmes. Elle est suffragette dans le sens où elle a assumé une certaine illégalité. Elle a fait, par exemple, la grève de l'impôt. Elle s'est retrouvée avec l'huissier qui a tapé à sa porte. Elle a organisé aussi une manifestation de rue. C'était très radical. On lui doit beaucoup à Hubertine Auclair parce que c'est la première féministe à avoir dit que le droit de vote était la clé de voûte de tous les autres droits. Et elle pensait que seules les femmes dotées du droit de vote et de l'éligibilité pourraient transformer la situation des femmes. Alors que jusque-là, les féministes disaient que les priorités, c'était l'éducation et la réforme du code civil napoléonien. Donc Hubertine Auclair, à la fin de sa vie, va au moins constater qu'elle a réussi à convaincre les féministes. Et le droit de vote va vraiment devenir la priorité des priorités. C'est d'ailleurs comme ça qu'on caractérise la première vague du féminisme. Dans chaque vague, c'est-à-dire dans chaque cycle de mobilisation, il y a finalement un enjeu qui se dégage.
même si les revendications sont multiples, les enjeux sont multiples sur tous les terrains. Mais aujourd'hui, on voit bien, hein, les violences sexistes et sexuelles sont devenues la priorité. Dans les années 70, c'était contraception, avortement, éducation sexuelle. Bon, ben, dans ces années de la Troisième République, c'est vraiment la citoyenneté, la place des femmes dans l'espace public qui sont voilà, prioritaires. Voilà, mais c'est cette audace des suffragettes. Là, on a une suffragette arrêtée par un policier à Londres. Voilà, cette situation est quand même rarissime et on ne peut pas étendre ce qui s'est passé en Angleterre à la France. Donc finalement, peu de manifestations, des manifestations d'ailleurs qui sont interdites. Là, ces quelques féministes réunies devant le Sénat, elles vont être arrêtées juste après la prise de la photographie. Elles vont passer un moment au commissariat et puis ensuite elles seront libérées. Mais il faut beaucoup de courage déjà pour faire ce genre de manifestations parce qu'elles sont vraiment moquées et elles sont peu nombreuses. Dans les années 30, la campagne pour le droit de vote se renforce avec de nouveaux groupes comme La Femme Nouvelle. Alors, une autre manière de disqualifier le mouvement féministe, c'est d'en faire un... Alors ça, c'est plutôt une critique qui vient de la gauche. Un mouvement qui n'intéresserait que des bourgeoises et qui, en plus, défendrait des positions puritaines, la morale traditionnelle. C'est vrai qu'on peut être troublé par certaines représentations produites par les féministes elles-mêmes. Par exemple, cette image produite par le Conseil national des femmes françaises ressemble presque à une image pieuse. Hein ? C'est vraiment pas comme ça qu'on imagine la propagande féministe, qu'on suppose beaucoup plus transgressive, justement avec des femmes en pantalon ou avec des cheveux courts ou pratiquant, je ne sais pas, certains sports, voilà. Aventurière. Non, c'est à rebours de nos clichés. Alors, il y a plusieurs explications sur la fabrication de cette image. Alors, peut-être l'influence d'une culture religieuse, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais sur le plan religieux, qui sont ces féministes, encore une fois, assez minoritaires en France? Des femmes protestantes, des femmes juives, des femmes libre penseuses, qui peuvent être issues de familles protestantes ou juives. Et très peu de catholiques. Hein, les catholiques sont massivement dans des associations conservatrices, féminines conservatrices. Et le rapport, il est de 1 à 10. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il ne faut pas confondre l'histoire du féminisme et l'histoire des femmes. Si on prend le critère des femmes organisées, c'est-à-dire des femmes qui sont actives dans des associations, eh bien, le rapport est vraiment de 1 à 10, c'est-à-dire que les féministes sont vraiment minoritaires. Bon, je referme la parenthèse. Peut-être qu'il y a l'influence d'une culture religieuse qui est assez présente pour les femmes. Peut-être aussi que les représentations du corps des femmes sont toujours déjà piégées. Piégées par les images de mode, par un corps objet, un corps pour autrui, un corps qui se doit d'être toujours séduisant. Donc là, il y a une sorte de neutralisation des apparences de genre par ces grandes aubes, tuniques portées par ces deux femmes. Rien à voir avec le vêtement réellement porté par les femmes. Donc en fait, on est à un niveau symbolique. Il y a une désexualisation, une détemporalisation. On a du mal à donner une date à ce document. Et peut-être un renvoi à ce qui symbolise l'activité politique, un peu tout l'univers gréco, latin, revu par la Révolution française,
Et là, il y aurait une volonté de montrer quelque chose d'assez universel, finalement. C'est aussi une façon d'effacer les différences sociales entre femmes, hein, parce que c'est quand même beaucoup par le vêtement qu'on montre les différences sociales. Là, on ne peut pas dire à quelle catégorie ces femmes appartiendraient. Les différences sont effacées, en fait. On voit juste une femme âgée qui montre la voie à une femme plus jeune, et donc une dimension de sororité. En revanche, bon, dans cette affiche pour le journal féministe La Française, là, on voit quand même une femme qui porte un corset. Hein, donc il y a une concession qui est faite à l'image de mode, au corps de mode de l'époque. Mais on retrouve quand même quelque chose en commun, et c'est très présent dans les affiches. C'est toujours une femme qui domine, qui est en surplomb, qui domine l'espace public, qui souvent montre... Alors c'est Paris, hein, c'est la capitale, qui montre cet espace public que les femmes doivent s'approprier, en fait. Alors, des bourgeoises, oui, quand même, bien sûr. Dans le mouvement féministe, il y a des rentières, il y a des bourgeoises. Il y a des femmes qui sont parmi les premières diplômées du supérieur, qui exercent des professions libérales, des professions qualifiées. Les pionnières, hein, dans ces professions-là. Donc, notamment des journalistes, des avocates, qui vont jouer un rôle très, très influent, et des enseignantes. Le problème du mot bourgeois, c'est que c'est pas seulement une manière de décrire sociologiquement, c'est pas un mot neutre, c'est un mot qui vise à disqualifier un mouvement, en faisant des féministes, en fait, juste des membres d'une petite minorité dans la société, hein, la catégorie supérieure, des femmes qui ne seraient pas représentatives de l'ensemble des femmes, et donc qui seraient disqualifiées pour parler au nom des femmes. Et ça, c'est un discours tenu à gauche. La gauche, en fait, les organisations de gauche veulent se réserver le monopole de l'émancipation des femmes telle qu'on la pense à gauche, c'est-à-dire un front secondaire, une question secondaire qui n'est pas inexistante, mais qui n'est certainement pas prioritaire. Ça explique que les femmes ont été très peu présentes dans les partis de gauche en France. Elles n'y étaient pas spécialement bien accueillies. Alors, je referme ma petite parenthèse. Certainement que Cécile Brunschvicg a incarné, présidente de l'Union française pour le suffrage des femmes, membre du gouvernement de Front populaire en 1936. Elle vivait dans un hôtel particulier, rue Schaeffer, dans le 16e arrondissement. Elle était l'épouse du philosophe Léon Brunschvicg, professeur à la Sorbonne. Elle appartenait à la bourgeoisie juive éclairée, parisienne. Alors certes bourgeoise, mais cette femme a travaillé toute sa vie à la philanthropie. Elle a passé son bac en cachette. Hein, son père refusait qu'elle passe le bac. Une femme avide de savoir, avec des capacités d'organisation vraiment exceptionnelles. Grâce à elle, il y a eu des sections suffragistes dans tous les départements de France. Enfin, donc, les associations d'idées qu'on peut faire à partir du mot bourgeoise, ça ne va pas du tout. Hein, on voit comme ça peut disqualifier une militante comme Cécile Brunschvicg. On associe la bourgeoisie du côté féminin à une absence d'activité, à un mode de vie frivole. Donc ça ne va pas du tout. Hein, ça ne va pas du tout, cette catégorie toute faite, bourgeoise. Puis, bien sûr, il faut aussi se poser la question des moyens qu'il faut pour militer, pour s'engager. Et ça reste totalement vrai aujourd'hui. Les femmes ont la plupart du temps une double journée à assumer. Si elles militent, ça fait une triple journée. Il faut de l'argent, il faut du temps pour militer. Et malgré toutes ces contraintes, des ouvrières, des femmes de conditions modestes se sont engagées quand même dans le mouvement féministe. Maintenant, je ne veux pas du tout présenter une image idéalisante du mouvement féministe. Il y a quand même un monde
entre les duchesses qui parfois rejoignent les rangs des féministes et puis les domestiques, hein, bien évidemment. Il y a des différences d'origine, il y a des différences de conditions importantes entre femmes. Mais le but du féminisme, c'est justement de montrer qu'en dépit de ces différences sociales, religieuses, de fortune entre femmes, d'éducation entre femmes, il y a une condition commune. Il y a un intérêt commun à lutter pour l'émancipation de toutes les femmes. Alors ça, c'est vraiment une des difficultés constantes du féminisme, hein, c'est de rappeler que oui, il y a des femmes beaucoup plus opprimées que d'autres. C'est évident. Je pense aux ouvrières à domicile, par exemple, dans ces années-là. Eh bien, il y a des combats pour les ouvrières à domicile, des combats féministes. La première loi qui a institué un minimum de salaire, c'est pour les ouvrières à domicile. Ça a donné l'idée que pouvait exister un minimum de salaire. C'est quand même pas rien. Donc, la particularité de la condition de certaines femmes est généralement prise en compte par les féministes, hein, mais il y a une vraie difficulté quand même, qu'on ne peut pas nier, sociologique, de comment faire travailler ensemble des femmes aussi diverses. Hein. Donc il y a quand même voilà, une tendance à ce que les plus privilégiés parmi les femmes soient aussi les plus actives dans les mouvements féministes. Hein. Alors il y a aussi beaucoup de préjugés sur l'orientation politique des féministes. Les féministes sont-elles toujours du côté révolutionnaire? Sont-elles forcément à gauche? Et est-ce qu'elles sont un danger politique pour la société? Alors c'est amusant de répondre avec cette carte postale de propagande assez représentative du féminisme de la Troisième République, où on voit des dames de classe moyenne avec leur chapeau très respectable brandir leur slogan sur des petites pancartes où elles disent pour combattre l'alcoolisme, la femme doit voter. Pour protéger l'enfance, la femme doit voter. Pour lutter contre l'immoralité, la femme doit voter. Pour protéger les mères, la femme doit voter. Pour empêcher la guerre, la femme doit voter. Donc, on voit que ce discours est assez loin d'être révolutionnaire, en fait, hein, parce qu'on a glissé de la défense d'un droit naturel des femmes à être citoyennes à une argumentation qui valorise ce que les femmes apporteraient à toute la société. Donc, ce n'est pas un droit qu'elles mériteraient parce qu'elles le méritent, point final. C'est un droit qu'elles méritent parce que ça va apporter du progrès social. Hein. Et c'est l'argument qu'entendent les parlementaires en règle générale, puisqu'il y a une partie quand même des députés, des sénateurs qui soutiennent le droit de vote des femmes. Alors, bien sûr, le féminisme n'est pas à l'abri des tentations politiques. La plupart des féministes sont aussi des militantes par ailleurs, dans un syndicat, dans une association comme la Ligue des droits de l'homme ou dans des partis politiques. Et à partir du moment où le pape a dit qu'il ne voyait pas d'objection au droit de vote des femmes, il y a même eu une tendance du féminisme catholique de droite, l'Union nationale pour le vote des femmes, avec la duchesse de La Rochefoucauld. Donc, en fait, on trouve, à l'exception de l'extrême droite, je dirais comme de nos jours, hein, le féminisme va interpeller presque tout le spectre politique, à l'exception de l'extrême droite, qui a vraiment l'antiféminisme dans son noyau dur. C'est pour ça que j'estime qu'on ne peut pas parler de féminisme d'extrême droite aujourd'hui. Mais il peut y avoir du féminisme à droite, du féminisme socialiste, communiste, extrême gauche, anarchiste. Et à partir de 1920, la création du Parti communiste, oui, il y a eu une tentation communiste. Il y a eu un moment où féminisme et communisme semblaient pouvoir se conjuguer vraiment sur des enjeux très progressistes, hein, comme notamment le droit à l'avortement des femmes, déjà,
à cette époque-là. Mais au sein même des mouvements de gauche, le combat continue. C'est ce que montre ce dessin réalisé par une féministe, qui montre une répartition symbolique. Il y a la fossile et le marteau. Alors l'homme, le prolétaire, qui incarne généralement le combat ouvrier, c'est toujours incarné par un homme, hein, jamais par une ouvrière. Un homme avec des gros biscottos, le torse nu, généralement le sidérurgiste ou le mineur. Et puis la femme à ses côtés, qui elle a l'autre partie du symbole, la fossile, et qui semble supplier son camarade d'écouter la voix des femmes. Et c'est un enjeu, et ça, il y a finalement une déception permanente, hein, des féministes qui se battent non seulement par rapport à l'ensemble de la société, mais dans les organisations aussi où elles s'engagent. Donc non, on ne peut pas réduire le féminisme à un combat de gauche ou à un combat plus précis qu'on qualifierait de radical ou de révolutionnaire. Le féminisme diffuse en fait un petit peu partout, dans tous les domaines de la société. Là, il y a bientôt une thèse qui va paraître sur le féminisme sportif à cette époque. Voilà, donc c'est important de comprendre ça, hein, que le féminisme est rarement autonome. Il est toujours, presque toujours associé à un autre courant philosophique, politique, et dans différents domaines de la société, mais y compris donc dans le domaine partisan, bien évidemment. Alors, une idée reçue dont on va certainement pas mal reparler dans les moments qui s'annoncent là, est-ce que les féministes sont forcément pacifistes? Alors, d'où vient ce préjugé? Il vient du fait qu'on imagine que, puisque les féministes seraient des femmes, en tant que femmes, elles seraient forcément pacifistes parce qu'en tant que femmes, elles donnent la vie. Donc, il y a l'idée que toutes les femmes sont mères et que toutes les femmes donnent la vie. Et donc, elles sont portées à préserver la vie, à lutter contre la guerre presque par nature. Donc c'est un préjugé sexiste au fond. Mais alors il a été utilisé par des féministes parce que c'était commode comme discours de dire les femmes sont pacifistes parce qu'elles sont mères. Bon. La réalité montre que ça ne se passe pas comme ça et que pendant la guerre de 14-18, par exemple, les féministes sont immédiatement entrées dans l'union sacrée. Immédiatement, avec l'idée que c'était une guerre défensive et que c'était aussi une occasion. Elles l'ont pas fait par opportunisme, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais que ça allait être l'occasion pour les femmes de démontrer leur capacité à s'occuper des réfugiés, des colis pour les soldats, des déplacés, des orphelins, etc. Des veuves de guerre. Elles ont organisé toutes sortes d'œuvres et elles ont été encouragées pour une fois par l'État. C'est un des premiers discours du temps de guerre, c'est l'appel aux femmes à participer à l'effort de guerre à l'arrière. Pas avec les soldats, les demandes d'entrée des femmes dans l'armée ont été refusées, il y en a eu. Et bon, là, c'est une image qui montre qu'il y a eu beaucoup de femmes décorées et EES de la Grande Guerre. Et c'est une des leçons qu'on retient de la Première Guerre mondiale, c'est cette participation des femmes et la démonstration qui a été faite finalement que les femmes ont une patrie. Même si elles ne sont pas citoyennes, il y a quand même un sentiment patriotique qui joue chez la plupart des femmes. Donc, il n'a pas été démontré à ce moment-là que les femmes n'avaient pas de patrie et que les femmes ne pouvaient pas s'engager en situation de guerre. En plus, elles y ont été quand même encouragées, il faut bien le dire. Alors, on peut peut-être continuer sur la suite. Dans l'après-guerre, les féministes sont devenues une force majeure du mouvement pacifiste. C'est quelque chose qu'on a complètement oublié aujourd'hui. Mais construire la paix, construire un monde de paix dans les années 20 et encore dans les années 30, c'est énorme.
C'est énorme, cet engagement-là. Les anciens combattants, d'ailleurs, sont parmi les plus pacifistes. Le monde de l'éducation, les instituteurs, les institutrices, il y a vraiment l'espoir de construire aussi par l'éducation un monde de paix et de le construire aussi par les droits des femmes. Et donc, on va retrouver les féministes dans toutes les nuances du pacifisme, qui va du pacifisme réaliste à l'ultra-pacifisme, c'est-à-dire au refus de la guerre, quelle que soit la situation, au refus absolu de la guerre, qui est une position qui a du poids. Et après la boucherie, on a envie de dire, de 14-18, on peut comprendre que cette position de refus absolu de la guerre soit populaire. Alors, il y a quand même eu des féministes pacifistes pendant la Première Guerre mondiale, mais elles ont été très, très réprimées. Donc, c'est resté ultra minoritaire. Et puis, entre les deux guerres, donc, on les trouve, les féministes, actives dans toutes les tendances. Et dans les années 30, et notamment à partir de 1933, l'accès d'Hitler au pouvoir, eh bien, elles vont être confrontées au choix, accepter le réarmement, prioriser l'antifascisme ou continuer à lutter contre la guerre à tout prix. Donc ça va créer une scission, comme à gauche d'ailleurs, entre les ultra-pacifistes et les antifascistes. Les antifascistes continuent à employer le mot paix, mais sans illusion. Ils ont compris, plus ou moins vite, mais ils ont compris que l'attitude de l'Allemagne, la guerre en Espagne, ce qui se passait en Italie, la conjoncture internationale obligeait à réviser les positions sur la paix. Donc les femmes, à nouveau, ont été très actives dans ce moment des années 30, pendant le Front populaire, mais aussi dans une énorme organisation qui s'appelle le Comité mondial contre la guerre et le fascisme. Et là on se dit que notre époque est bien différente, c'était encore l'époque des grandes organisations, avec une certaine discipline interne, avec des grands congrès, ça a été brillamment organisé. Et c'est un moment aussi très fort parce qu'il va rapprocher des féministes qui, pendant la Première Guerre mondiale, étaient opposées et qui vont se retrouver dans les luttes antifascistes. Bon, j'ai quand même mis cette idée reçue parce que c'est souvent quand même quelque chose qui vient assez vite dans les préjugés à l'égard des féministes. Les féministes sont violentes. Le féminisme est certainement, dans l'histoire de l'humanité, le mouvement le moins violent qui soit. Mais curieusement, l'attaque sur les féministes sont violentes porte, et beaucoup de gens sont convaincus de ça. Et pendant des années, parce que j'enseigne cette histoire, mes étudiants, quand je les interrogeais sur leurs préjugés, je disais, c'était une des premières choses qui venaient, les féministes sont violentes. Et quand je disais, qu'est-ce qu'elles ont fait? Qu'est-ce qui a été violent? Elles ont brûlé leur soutien-gorge. Et ouais. Donc on en rit, et en même temps ça veut dire quelque chose, que ce soit perçu comme violent symboliquement. Je ne vais pas développer, mais je vous amène à prendre au sérieux quand même ce qui est dit là. Pourquoi on considère que c'est violent d'avoir soi-disant brûlé des soutiens-gorge? En plus, c'est même pas vrai. C'est une légende urbaine que les féministes américaines ont brûlé leur soutien-gorge. Mais bon, passons. Non, mais les féministes ont massivement refusé les moyens violents, en estimant que la violence était justement du côté de la culture patriarcale et qu'un mouvement devait avant tout convaincre, passer par l'éducation. Donc il y a vraiment une réprobation de la violence qui isole les féministes plus radicales qui, elles, aimeraient bien en découdre
et qui trouvent que ça serait légitime de faire un petit peu d'autodéfense. Ces féministes-là, elles sont généralement minorisées. Et pour illustrer, disons, l'ordinaire du féminisme sous la Troisième République, je montre la photo de ce tableau. C'est sans doute le seul tableau consacré à... Je vais m'arrêter là, j'arrive à la fin de mes idées reçues. Le seul tableau qui représente une scène féministe sous la Troisième République, où l'on voit des féministes, notamment l'avocate Maria Véronne, qui parle à un public. La salle est archi-comble. Quand il y avait des meetings féministes à cette époque, il y avait des milliers de personnes qui venaient écouter et participer aux réunions publiques. Et c'est un tableau qu'on vient d'acheter pour le musée des féminismes, donc on y est très attaché. Et voilà, il porte témoignage en fait de la popularité d'un certain mode d'action féministe qui est la réunion publique, et une réunion publique où il y a du monde et où il n'y a pas, comme le disaient les antiféministes, disaient qu'il n'y avait personne aux réunions. Mais non, c'est pas vrai. Les rapports de police témoignent du fait qu'il y avait des milliers de personnes qui participaient au meeting. Alors, je vais m'arrêter là, parce que c'est vrai que je pourrais continuer encore pendant un certain temps, mais bon, on a abordé déjà un certain nombre de sujets, on ne les a pas tous vus, donc ça laisse de la place soit pour des questions complémentaires, soit pour approfondir certains sujets ou aborder d'autres sujets. Oui ? Bonjour, tout d'abord, merci beaucoup pour cette intervention très éclairante. Je voulais revenir sur votre idée reçue numéro 2 sur les féministes détestent les hommes. Et bien évidemment, c'est une idée reçue, je ne veux pas du tout remettre ça en cause. Cependant, je me demande où on peut placer des autrices telles que Valérie Solanas et son Scum Manifesto, qui, malgré ce qu'on en a dit, n'a pas été écrit au second degré, ou Françoise Daubonne, qui a écrit un livre en 3 volumes où elle imagine que pour sauver la planète, on tue tous les hommes, et que, qui est vue maintenant comme la première écoféministe. Ou encore un livre récent qui s'appelle « Moi, les hommes, je les déteste ». Donc, ils sont quand même des choses qui existent. Et où est-ce qu'on place ces autrices ? Alors, il y a effectivement... Vous n'avez cité que 3 exemples. En fait, il n'y en a pas énormément. Et c'est ce qu'on appelle la misandrie féministe, qui apparaît comme un moyen d'autodéfense, quand même, comme une réaction à une violence. Donc je pense que c'est à prendre en compte, évidemment. Pour Françoise Daubonne, c'est le moyen de la fiction. Valérie Solanas, oui, on navigue entre premier et deuxième degré quand on se documente un petit peu sur sa vie et voilà, ce qu'elle a vécu. On peut comprendre qu'elle ait envie de retourner la violence qu'elle a subie contre les hommes qui apparaissent pour elle comme la classe des agresseurs, en fait. Et les hommes, moi, je les déteste. Bon, faut lire le livre, au-delà de la polémique. Donc, ça reste quand même, pour moi, des exemples non représentatifs, mais ça existe. Ça existe, et surtout, c'est très, très mis en valeur par les masculinistes, à l'appui de leur thèse. Merci aussi. Je m'inquiète un peu de la montée d'un propos, d'un mot qui est donné, le féminazisme. Enfin, les féminazis, j'entends souvent ça, je le vois surtout sur les réseaux. Et ça va avec l'idée, oui, que les femmes détestent les hommes. Mais est-ce qu'il y a une importance qui est apportée à ce terme et à la montée de ce terme Enfin voilà, est-ce qu'on réduit ça à un phénomène sur Internet où il y a une réelle prise de conscience de la montée de ce terme et de l'utilisation Moi, je l'entends de plus en plus justement de la part de vraies personnes dans la vraie vie, pas juste sur Internet, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et je trouve ça inquiétant.
Ben, je partage votre inquiétude parce que alors là, je renvoie à un livre qui s'appelle Antiféminisme et masculinisme d'hier et d'aujourd'hui, dans lequel il y avait des articles sur le masculinisme, les masculinismes contemporains et la haine en ligne, en fait. Donc ça a commencé un peu par des discours comme ça qui pouvaient sembler excessifs et vraiment marginaux. Et ça a pris, ça s'est diffusé massivement, au point d'inspirer le pouvoir au plus haut niveau aux États-Unis, par exemple. Donc c'était inattendu, ça s'est passé très très vite en fait. Voilà. Donc je partage, je partage votre inquiétude. Heureusement pour les mouvements féministes, il y a toute une partie des militantes féministes qui sans doute se spécialisent et vont le faire de plus en plus dans la lutte contre le masculinisme. Donc on aura un féminisme vraiment explicitement anti-masculiniste, mais sans doute que le phénomène a été sous-estimé, même si les femmes qui sont victimes de campagnes de dénigrement, de haine, ne sous-estiment pas la violence que ça peut produire, mais on n'a pas bien pris la mesure et on ne s'imaginait pas que ça irait aussi vite et que ça irait si loin. Comment ? Non, et on ne prend pas vraiment cette voie-là. C'est plutôt le désencadrement, la liberté au nom de la liberté totale d'expression. Ces discours de haine sont de plus en plus diffusés. Et je vous ai parlé de la Troisième République, mais on pourrait dire ça aussi aujourd'hui. Jamais les féministes n'ont été aussi puissantes qu'aujourd'hui. Et malgré tout, ça reste une minorité militante qui a des moyens assez limités. Donc je ne suis pas très optimiste. Bonjour. En fait, je rebondis sur ce que disait ma collègue par rapport à ce phénomène de masculinisme. Moi, j'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps qui m'a totalement effrayée. Et je vois que ça se développe de plus en plus sur les réseaux. Comment est-ce qu'on peut combattre ça ? Enfin, est-ce que c'est une affaire de féministes ? Comment est-ce qu'on peut contrecarrer ? Oui, mais je disais tout à l'heure, il n'y a pas assez d'études sur ce phénomène. Je vous parle déjà de ma position d'universitaire. Ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas assez d'études sur le sujet. Là, j'ai un de mes doctorants qui va soutenir sa thèse sur l'histoire du mot masculinisme, qui existait déjà sous la Troisième République et même un petit peu avant. Bon, c'est vraiment une étude novatrice, elle va apporter pas mal de choses. Mais voilà, c'est maintenant. Enfin, ces études-là, elles auraient pu être faites avant, en plus grand nombre. On aurait pu considérer le sujet d'une manière un petit peu plus sérieuse. C'est quelque chose que... Comment dire ? Je veux pas, les féministes n'ont aucune responsabilité dans la montée de ces mouvements. Hein ? Mais pour les prendre en compte, il faut aussi peut-être que les féministes parlent davantage des hommes et aux hommes. Ouais. Et aux jeunes hommes qui sont majoritairement tentés par des votes populistes, fascistes, dans beaucoup de pays. Il y a quand même une différence dans le vote, et c'est surtout chez les jeunes hommes que c'est le plus marqué.
et on en parle beaucoup en ce moment, hein, de l'écart qui se creuse entre ce qu'il y a dans la tête des jeunes filles et des jeunes garçons. C'est phénoménal. Donc là, on maîtrise vraiment pas tout. L'école ne maîtrise pas tout. Il y a les réseaux sociaux, il y a les imaginaires, il y a les films, il y a les séries, il y a la musique, il y a tout ce qui fabrique les mentalités, et aussi une offre politique, une offre d'organisation. Donc on a un défi énorme à relever, pas seulement pour les femmes, les minorités sexuelles, les minorités de genre, mais ça impacte toute la société. C'est un symptôme, comme dans les années 30, la victoire du nazisme, elle a mis fin à une émancipation des femmes qui était en cours. Et il y a eu ensuite une immense régression pour les femmes, et évidemment pas seulement pour les femmes. Et c'est pour ça qu'il faut penser, à mon avis, l'antifascisme d'une manière très intersectionnelle. Il y a un enjeu sur le masculinisme, mais aussi sur d'autres sujets. Et puis, se poser des questions sur la fascination qui peut exister à l'égard des hommes puissants qui se fabriquent cette image hyper viriliste. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas une réponse à tout. La réponse, elle est collective, elle doit être militante. Moi, je dirais là, il faut s'engager. Enfin, c'est le moment. C'est le moment de réagir, et de réagir très, très, très fortement. Il y a quelqu'un qui disait, je ne sais plus où, que Zelensky avait été traité comme une femme. Oui, mais ces enjeux de genre, ils sont partout, en fait. Hein. Ils sont aussi dans les relations entre hommes. Humilier un homme, c'est aussi se comporter avec lui comme s'il était une femme. Parce que peut-être que le rapport, enfin le patriarcat, c'est peut-être le modèle originel de toutes les relations de domination. En tout cas, les féministes ont tendance à le penser. Donc tout se tient. Moi, j'appelle ça l'intersectionnalité des haines. Hein, depuis quelques années, il y a un féminisme qu'on dit intersectionnel, et je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir intégré les enjeux de race, de racisation, de racisme dans les combats féministes. Ça ne l'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Je trouve que c'est très très bien. Et dans l'antiféminisme, il faut aussi voir que l'intersectionnalité des haines fonctionne. Par exemple, j'ai une doctorante qui travaille sur antiféminisme et antisémitisme sous la Troisième République. Ça fonctionne ensemble. Ça ne veut pas. Bien sûr, il y a aussi des féministes qui sont antisémites, et puis il y a des gens qui luttent contre l'antisémitisme et qui ne sont pas féministes. Mais il n'y a pas forcément de solidarité non plus entre opprimés. Mais les opprimés feraient bien de réaliser que quand ils sont dans le viseur, ils le sont en même temps que d'autres groupes. Oui, je voudrais d'abord dire que je trouvais très intéressant le fait d'aborder ce sujet par l'antiféminisme et les idées reçues sur le féminisme. Mais je pense qu'il y a quand même il y a une idée reçue, y compris dans votre présentation, qui serait que quand dans les milieux bourgeois, les femmes ont plus tendance à s'investir dans le féminisme parce qu'elles ont davantage de privilèges, de liberté, etc. Et moi, je pense que c'est complètement faux. J'entends bien. En fait, c'est parce que j'ai réduit là mon propos à un féminisme autonome, les mouvements féministes. Mais si on élargit et qu'on parle, comme Laure Bérény, d'espace de la cause des femmes, à ce moment-là, on va avoir du féminisme s'exprimer, par exemple, dans les syndicats, avec des commissions féminines qui existent, il y a des grèves de femmes.
ou dans les partis politiques. Il va y avoir des commissions féminines. Et donc, si on prend les partis de gauche, là, ou les syndicats, on va trouver des femmes qui ne sont pas des bourgeoises et qui mènent des actions féministes. Et puis, il y a toute une partie de la presse féministe qui est une presse féministe de gauche, sous la Troisième République, et qui n'a rien de bourgeois. Donc je me suis peut-être mal exprimée, mais c'était pas ça que je voulais dire. Mais je voulais quand même, si j'ai caricaturé un peu, c'est aussi pour rappeler que c'est pareil dans le mouvement ouvrier. D'ailleurs, c'est rarement les plus opprimés qui ont les moyens de lutter contre leur oppression. Parce que justement, ils sont étouffés, bâillonnés, aliénés. Et c'est quand même assez fréquent dans l'histoire que leurs combats soient reliés ou leurs intérêts soient défendus par d'autres qu'eux. Voilà, c'est vrai aussi dans le mouvement ouvrier. Les syndicats c'était pas les OS pendant longtemps qui constituaient le gros des troupes, mais c'était des ouvriers qualifiés. Qui avaient de meilleurs salaires et une certaine fierté de leur métier, par exemple. Enfin bref, c'est une longue histoire, mais non, je voudrais surtout pas que vous repartiez avec l'idée que j'ai dit que le féminisme est un mouvement bourgeois. Pas du tout. Merci infiniment. Merci vraiment infiniment. Je pense qu'on aurait été un certain nombre à souhaiter poursuivre une partie de l'après-midi avec vous. Malheureusement, on a des petites choses à faire ici dans ce rectorat, mais en tout cas, ça aura été une... Mais nous aussi. Et ça aura été un petit moment de respiration intellectuelle qui nous aura fait à tous beaucoup de bien. Donc merci beaucoup.